Alexander Volkanovski est à nouveau champion et avec le mérite en prenant le combat contre un Diego Lopez qui est venu volontaire. Paddy Pimblett élimine Michael Chandler pour faire son entrée dans le top 10. Jean Silva est officiellement effrayant. Chase Hooper est officiellement un prospect. Nora Cornell signe une 3e victoire à l'UFC. Un UFC 314 qui a, je trouve, tenu ses promesses et on revient dessus juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Comme tu le sais, nous sommes soutenus depuis très longtemps par notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps pour produire notre contenu. Donc tout d'abord, merci à Unibet.fr. Si t'es un peu joueur, Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Pareil sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Avec notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, c'est interdit aux mineurs. Pourquoi ? Parce que le jeu comporte des risques et peut être très dangereux. Alors oui, autant tu peux gagner 1000% de ta mise, autant et surtout tu peux perdre 100% de ton portefeuille. Donc inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et responsable, en mettant un budget que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois le jeu comme une opportunité de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Brian, comme d'habitude, on commence par le main event, Volkanovski contre Lopez, un combat solide. Fight of the Night, ça faisait 4 UFC qu'on n'en avait plus. Les deux sont venus pour gagner avec leur propre approche. Alexander Volkanovski est venu en ayant analysé Lopez et en plus de ça à la recherche de faire ses reads pendant le combat. Ses déplacements, sa capacité à toucher beaucoup et à éviter le danger. Lopez, de l'autre côté, est venu pour obtenir ses moments grâce à son agressivité et a justement réussi à mettre Volkanovski en danger plusieurs fois, malgré que Volkanovski essayait d'éviter ce danger. Brian, qu'est-ce que tu as noté pendant ce combat ? Bah écoute, moi j'ai trouvé déjà ce premier round de Volkanovski assez incroyable, hein, clairement. Ouais. Franchement, quand j'ai vu le premier round, je me suis dit, purée mince, ça va être ça va être vraiment chaud. Il va même pas exister sur ce combat-là. Et notre ami Lopez. Puis dans le deuxième round, ce qu'on pouvait s'attendre, à quoi on pouvait s'attendre, donc un knockdown avec des frappes bien puissantes de Lopez qui cherchait vraiment le KO. Je sais pas comment tu l'as scoré d'ailleurs ce round 2. Alors moi, en live et même après coup, je l'ai scoré pour Volkanovski. Ok. Alors le knockdown, c'est un vrai knockdown. Maintenant, Volkanovski revient directement, tu vois, il se relève directement, il est 100% conscient. Et il faut pas oublier que Volkanovski, en début de round, il met aussi une frappe qui envoie Lopez sur la cage. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pas un knockdown ni quoi que ce soit, c'est plus un déséquilibre. Ouais. Mais Volkanovski avait gagné le volume et c'est pas que dans son volume, il a fait que de la touchette. Il avait aussi des frappes un peu marquantes. Donc pour moi, le knockdown n'était pas suffisant pour donner le round à Lopez. Mais par contre, je me disais, encore une fois, les juges sont sur place, ils ont chacun leur angle, ils interprètent les moments de façon différente. Pour moi, c'était serré. J'entends clairement les arguments de ceux qui le donnent à Lopez. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un ou deux juges qui donnent ce deuxième à Lopez. Hein. Il est split. Il est split et pour moi, c'est totalement logique qu'il soit split et que les juges soient pas d'accord sur. Il est pas clair, quoi. Il est pas clair, voilà. Voilà. Bah écoute, moi c'était un peu la même chose. Donc, moi, franchement, c'est clair quand tu vois le boulot qu'a fait Volkanovski dans le deuxième, c'est toujours un peu frustrant qu'une seule frappe puisse inverser toute la vapeur, tu vois. Ouais. Mais écoute, deux juges sur 3 qui voyaient Lopez prendre. Donc aux yeux des 3 juges, c'est Lopez qui prenait le deuxième. Ok, mais tu sais quoi, pendant le combat, je me dis si à la fin le 5e est décisif ou si à la fin ça se joue sur le 2, je m'attendais à ce que 2 juges le donnent pour Volkanovski et 1 pour Lopez. Finalement, c'est l'inverse, mais j'avais vraiment cette attente. J'avais une attente où je me dis ok, ça va être split. Par contre, il y en a 2 qui mettront Volkanovski et 1 Lopez. Là-dessus, je me suis trompé. Pas que ça change grand-chose au final. Mais... Non, du tout. Toi, après, tu le donnais Volkanovski aussi si j'écoute entre les lignes? Non, moi je donnais rien du tout. Je n'étais pas juge. J'ai dit débrouillez-vous avec ça. On regardera ça à la fin. Mais voilà, sur la scorecard, j'étais pas. Je m'attendais à ce qu'on puisse voir les deux. Et donc c'est ce qu'on voit sur la scorecard de juges qui voient Lopez. Voilà. Round 3, Volka. Alors, je me rappelle plus trop de ce round-là, mais je pense pas qu'il y ait eu de grand chose sur ce round-là. En gros, pour moi, c'est le
c'est le round qui reflète peut-être le plus le combat. T'as Volkanovski qui prend le volume, qui touche quand il faut. T'as Lopez qui est vraiment à la recherche d'obtenir des moments. Ça passe pas loin. Il est pas loin d'obtenir des moments, mais Volkanovski était plutôt bien en place défensivement. Et pour moi, c'est dans ce round-là où j'ai vraiment tilté. J'ai fait, OK, ce sont les déplacements qui sont en train de faire la différence. T'as eu plusieurs moments où Lopez t'avais cette situation classique où les deux sont le flanc à la cage. Donc, le centre est prenable et c'est Volkanovski qui vient chaque fois récupérer le centre. T'as pas cette conscience de Lopez de se dire, tiens, je fais juste un décalage de 45 degrés sur ma gauche et en fait, c'est moi qui ai le centre. Et Volkanovski avait chaque fois ce réflexe de reprendre le centre. Et là, ça m'a tilté. Et en fait, quand tu regardes le combat, c'est Lopez qui réagit au déplacement de Volkanovski. Mais moi, j'ai trouvé que plus ça avançait dans le combat, moins Lopez était bon dans ses déplacements. Je pense que le 5e round, c'était vraiment le pire. C'était assez catastrophique dans ses déplacements. Et on le voit souvent dans des combats, des progressions, mais le naturel revient un petit peu au galop sur la fin. Donc, je trouvais au galop, c'est le bon terme dans ce 5e round. Ouais, dans le 5e round. Il courait après, ouais. Donc, round 3, Volka, pour moi, c'était très très bien de sa part. L'utilisation des jabs et les kicks, enfin, tout était propre, tout était nickel. Par contre, il faut quand même qu'on note la défense de lutte de Lopez. Au fur et à mesure, le timing était vraiment meilleur. Et puis, c'est vrai qu'on s'attendait quand même sur les tentatives de takedown un petit peu plus de menaces de soumission, et il y en a pas eu du tout de la part de Lopez. Lopez était vraiment là pour éteindre debout clairement, tu vois. Il y a eu une séquence au sol au premier round, Volkanovski qui obtient un très beau takedown selon moi, ça a lutté pour l'obtenir. Et t'as directement senti quand même que Lopez était agressif à la recherche de soumission, avec un Volkanovski qui gérait bien ça. Mais finalement, Lopez a décidé, t'as l'impression de se dire, non, moi je veux rester debout, donc j'utilise mon énergie dans ma défense de lutte. Alors que c'est vrai que moi, dans mon analyse, je m'étais dit qu'il était plus du genre à se dire, OK, je vais pas utiliser trop d'énergie dans ma lutte, histoire d'en avoir sur mon jeu dos au sol. Peut-être qu'il a senti quand même que Volkanovski était dangereux en top position, ce qu'on avait aussi analysé. Vu les frappes au premier, À mon avis, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que premier round, pour moi, je me disais, c'est bon, Volka, il va le mettre au sol facilement dans les fins de round où ça va être compliqué. Et au contraire, je pense il n'a eu que ce takedown au premier, il n'en a pas eu d'autres. Hein. Non. Je pense que dans le 5e, ils affichent 9 sur 10 défendus par... et au final, on est à 1 sur 11 réussi du côté de Volkanovski. Voilà. Donc, il n'en a pas obtenu. Et quatrième round, Lopez qui commence à être un peu plus... qui revient dedans. Je pense qu'il y a un uppercut qui touche bien. Hein. Ouais, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a Volkanovski qui se touche beaucoup un de ses yeux. Ah alors il y a eu le premier jab. Si on a eu le ralenti, c'était un jab dans l'œil, donc il se fait toucher. Il se fait toucher à l'œil. Je pense qu'il y a eu un bel uppercut. Alors je sais plus c'était dans quel round. Moi à la fin du 4e, j'ai écrit Volka ou Lopez point d'interrogation. Moi j'avais mis Lopez à celui-là. Voilà. Encore une fois, là il y avait du. Là Lopez a vraiment obtenu un grand moment qui a duré longtemps. On a vu un Volkanovski un peu. Je peux pas dire en situation de stress parce que Volkanovski semble toujours être dans la gestion, mais il était vraiment beaucoup sur le couloir, uniquement dans un système défensif. Mais malgré la tempête, c'est quand même lui qui prend le volume. Il a son succès avec le volume, son stop cross qui fonctionne très bien. Ça avait bien fonctionné contre Holloway, donc je recule de temps en temps. Donc là, tu vas surengager de plus en plus. Et puis à un moment, je fais un demi-pas de recul, je plante mon pied arrière, je charge mon cross. Ça a très bien fonctionné. Son jab, c'était toujours un piston dans le 4e round. Ouais. Mais pour moi, je l'avais scoré Lopez, celui-là. Écoute, 2 juges l'ont scoré Lopez aussi. Hein. C'est ça, ouais. Donc, je pense qu'on peut être d'accord. Round très serré. On pouvait voir l'un comme l'autre. Exact. Moi, j'avais mis entre les deux. Je me doutais que ça serait soit l'un, soit l'autre. Au niveau des juges, ça serait pas clair, quoi. Ouais, en fait, t'as de nouveau minute contre moment. Il y a certaines minutes qui n'ont pas été prises par Volkanovski quand Lopez avait ses moments. Et c'était un peu l'analyse générale de l'avant-combat. C'était Lopez va frapper plus fort, Volkanovski va frapper plus. Et comment est-ce que tu distingues les deux? Le round 4, c'est clairement la question. C'est OK, est-ce que je mets plus de valeur sur l'intensité des frappes de Lopez ou je garde plus de valeur sur le fait que Volkanovski ait touché davantage?
Ouais, voilà. Alors, bah, dans le cinquième, alors c'était un peu, moi, au niveau du scoring, j'étais vraiment, comme je te disais, dans la possibilité où on pouvait voir un 4-0, entre guillemets, ou un 2-2, tu vois. Ouais, tout ce qui était entre 2-2 et 4-0 Entre 2-2 et était 4-0. Alors, c'était un justifiable. peu étonnant parce que les commentateurs disaient, il n'y a pas un monde où où il y ait 2-2, mais moi, je voyais le monde où il y a 2-2, Sérieux? tu vois. Parce que les codes de Paris, moi je voyais, à un moment les codes de Paris se sont affichés en bas d'écran et c'était à l'avantage de Volk, mais serré. Et Alors, pour moi, les codes de Paris reflétaient ouais. un stress du côté des oddmakers en disant ah c'est pas impossible qu'on soit à 2-2 Purée. justement. Ouais, pour moi, Ouais, ouais. c'était pas impossible. Et il y avait eu des grosses alertes sur un potentiel finish de Lopez, tu vois. Ouais. Donc les codes de Paris, pour moi, présentaient ça. Clairement, on va dire que sur l'ensemble du combat, Volka, c'était beaucoup plus clair. Le 1, le 3, les rounds étaient beaucoup plus clairs. Le 2, le 4 était très serré. Donc certains Mhm. ont pu voir Volka, d'autres ont pu voir Lopez. Donc pour moi, tout était possible entre le 4-0 et le 2-2. Ouais. Euh, voilà. Et puis alors ce cinquième round, pour moi, c'est un peu frustré de la part de Lopez parce que là, il a commencé à suivre, uniquement suivre et plus cadrer. Mhm. Et, et alors, je crois qu'à un moment, c'est du coin de Volca que c'était demandé de tourner d'un côté et de l'autre. C'est Ah, possible ça entre le 4 et le 5? Mais bon, pour moi, c'était le bordel à la maison, j'entendais pas bien ah, les ça, commentaires. Les il y avait commentateurs. aucune raison de tourner d'un côté ou de l'autre parce qu'on avait un Lopez qui suivait tout Ouais. simplement et qui, plutôt que de couper la route, de cadrer, de couper Mhm. les angles, il demandait de venir boxer, quoi. Mais, mec, Ouais, bah c'est la troisième fois cette année qu'on doit parler de de ce genre de profil, de gars qui, au lieu d'apprendre à cadrer et de réussir à forcer l'action à son adversaire, est mais, en train de dire, eh, viens, hmm. voilà, on a déjà Alors, parlé ici, c'est faute, pour- responsabilité du côté de Diego Lopez. C'est pas entièrement, ouais. Volkanovski qui évite le combat ni quoi que ce soit. D'ailleurs, encore une fois, si tu observes le volume, Ouais, Volkanovski a eu clairement. ses frappes, hein, ouais. Pour moi, je pense qu'il est capable de cadrer, sauf que je pense qu'au fur et à mesure que le combat a avancé, il a oublié un petit peu sa stratégie, tu vois. Ouais. Sa stratégie et la base du cadrage, la base de certains plans. Ce Mhm. qui peut arriver, tu vois. Au Bien fur et à sûr. mesure, tu te déconcentres et tu veux toucher, tu es plus concentré à taper fort que à créer ton ouverture. T'avais quand même une intensité dans ce combat, donc Ouais. évidemment, t'es à plus de 20 minutes de combat intense où t'as pris des frappes, t'as eu des moments, t'as eu des accélérations, des décélérations, donc en termes de Mm. cardio, tu peux évidemment comprendre qu'il y a une partie de lucidité qui diminue. Et par ailleurs, t'as aussi des indicateurs qui le prouvaient. Les deux ont regardé plusieurs fois l'horloge pendant le cinquième round. Ouais, ouais. Alors clairement, par contre, sur le cardio, je pense on peut revenir sur la question du cardio de Lopez. Mhm. C'était pas mal s'interroger sur sa capacité à faire synchrone. Je pense qu'il nous a prouvé qu'il était Ah ouais. au niveau du cardio, il n'y avait pas grand-chose. Enfin voilà, un combat n'est pas l'autre. Hein. C'est pas parce que tu as du mal à faire un troisième round face à un gars qui vient en last minute que tu peux pas faire un synchrone face à des meilleurs 66 de tous les temps, tu vois. Ouais. Et un des meilleurs 66 en 5 rounds qui plus est. Qui plus est. Donc le cardio de Lopez, il est à noter. Pour moi, voilà, je pense que du côté de Lopez, il y a eu le cadrage sur la fin, sa difficulté à rentrer, on va dire, sur la deuxième vague, tu vois. Donc il va Mhm. chercher à contrer et on a un Volca qui recule, cherche à contrer et là il se fait toucher, tu vois. Il faut Ouais. faire un petit peu démarrer. Des fois tu vas faire démarrer, le gars envoie, tu repasses derrière et le gars va encore, tu dois encore passer en dessous. Pas d'utilisation de coude. Il y a eu des moments où ça serait Mhm. bien passé, je pense. Ouais. Mais de l'autre côté, bah, on a un Volca. Ça aussi, c'est un truc, hein, c'est que on avait beaucoup de questionnements sur son retour. On a eu le Volca des grands jours, quoi. On a eu vraiment, 100%. voilà, Ah oui, non, non, ouais. la période noire par laquelle il est passé, où il faut pas oublier qu'il est monté de catégorie, qu'il est parti en last minute, qu'il a affronté quand même après combien de mois qu'il a affronté, C'était 3 mois après, je pense, il prend son cas contre 3 mois. Topuria. Compte tenu de 3 C'était mois, mais c'est déconnant. n'importe quoi, C'était 3 peut-être pas mois. 3 mois, j'exagère peut-être, mais c'était rapide. Attends, 3 mois. Volkanovski, Ouais, non, alors, même 4 octobre, mois. février. Ouais, ok. Novembre, décembre, janvier, 4 mois, ouais, 4 4 mois. mois, Même c'est rien pas. du tout, 4 quoi. mois moins 4 4 mois. jours. 4 mois face à un des plus gros cognards de la division. Ouais. Enfin voilà, donc c'était super. Moi, je t'avoue que j'étais super content pour Volca de pouvoir le revoir reprendre dessus et revenir comme ça de cette manière-là, de reprendre la ceinture. Il y a toujours cette question, bien évidemment, hein, quand tu as le champion qui a laissé sa ceinture
sur la question de la légitimité, il faut rester honnête là-dessus quand même aussi, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est pas le problème à Volka, tout ça. Non. Au-delà de la ceinture, on aurait pu avoir un combat qui n'était pas pour une ceinture. J'aurais été très content de sa prestation parce que elle était très efficace. Ah ben, si ce combat était pour définir le prochain challenger à Ilia Topuria, enfin, clairement, Volkanovski mériterait amplement sa revanche après une prestation pareille. Ouais, moi j'ai bien aimé effectivement beaucoup dans ce que j'ai aimé aussi en plus de ce qu'on n'a pas encore dit, les uppercuts de Lopez, il en a envoyé beaucoup, j'ai bien aimé dès le premier round, un des premiers échanges, il en place un, j'ai trouvé ça beau. Volkanovski qui arrive à capitaliser dessus, il y avait beaucoup de uppercuts crochet de Diego Lopez, Volkanovski qui arrive à rentrer avec sa tête sur le côté droit de Lopez pour pouvoir envoyer un cross après le crochet de Lopez. Je crois qu'il a fait 3-4 fois dans le combat, j'ai trouvé ça super beau parce qu'il y a un côté risqué. Ouais. Mais quand tu l'effectues bien, en fait, tu mitiges le risque et ça te permet de créer une ouverture. Donc ça, j'ai bien aimé. Alors dans le premier round, on a une situation à la Carlos Condit contre Dan Hardy. Si je sais pas si tu te souviens, ils ont tous les deux envoyé 1, 2, 3. Le 3 qui touche des deux côtés. Ah oui, les deux qui reculent un peu. C'est Lopez qui recule le plus. Voilà, j'ai fait un petit tilt sur cette situation que j'ai bien aimé. Pour la suite, c'est un peu compliqué pour Volkanovski. J'ai pas envie de le voir affronter Yair Rodriguez. On reviendra sur sa prestation. Vainqueur Evloev contre Pico, si c'est Pico qui gagne, je sais pas. Il va pas y avoir ce combat-là. Hein. Ah oui, juste, c'est vrai. Bah alors c'est pour moi, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était le combat, mais il a été démenti. Pour moi, c'est Evloev alors directement. Hein, la question pour moi, elle se pose pas quoi. Hein. La question se posait si le combat contre Pico était vrai, mais là non, c'est Evloev contre Volkanovski à coup sûr. Alors il y en a un qui pourrait faire un énorme braquage, mais Murphy. Non, Jean Silva. Hein. Ah ouais. Oh. Ça serait un des plus gros braquages de l'histoire là. Mais avec la prestation qu'il a fait. On doit en parler. Ouais, on va en parler. Mais donc ouais, très bien. On est d'accord. Volkanovski et Evloev. Mais braquage Silva, on en parlera quand on parlera de la de Silva. Mais bon, voilà, tu sais, on est sur l'instant. Comment on appelle ça, la culture de l'instant, c'est pas juste les gars qui ont pas de mémoire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire de l'argent sur l'instant, quoi. Et l'UFC pourrait très bien se dire, culture de l'instant, c'est maintenant qu'on le fait, et les gens ont tu vois. En plus, il y a une certaine logique à ça dans le sens où Jean Silva, il est ultra actif. Son dernier combat, il call out Mitchell, s'est organisé dans la semaine même, 2 mois plus tard. Et Volkanovski, il a son âge, il a dit que quand il n'avait pas de combat prévu, il partait en dépression. Donc il va probablement vouloir signer un combat rapidement. Donc les gars, vous étonnez pas, il y a un monde dans lequel Dana White organise ça. Hein. Vraiment. Pour le business, clairement. Et alors, par contre, pour Lopez, je pense que le combat qui est logique, ce serait Yair Rodriguez, vu ce qui s'est passé à la conférence de presse. Yair Rodriguez avec Lopez, ils se sont pris la tête. Ah oui, d'accord. Donc, un combat facile à organiser maintenant. Bon, on va en parler avec Jean Silva, mais pour revenir à Volkanovski, toi, tu aurais mis Evloev, et si Evloev ne peut pas pour X raison? Bah maintenant, tu m'as convaincu sur Jean Silva, parce que je veux pas. Non, Yair Rodriguez. Non, j'ai pas envie de revoir enfin, il y a pas de mérite à ce rematch. Non, je suis d'accord. Liron Murphy? Ouais, ce serait l'autre option, mais honnêtement, si je suis à la place de l'UFC, Jean Silva vend plus que Liron Murphy. Ouais, c'est pour ça que d'un point de vue fan de stratégie et tout, j'aime bien l'opposition Volkanovski-Murphy parce que je sais qu'ils vont tous les deux venir très bien préparés par rapport à l'adversaire, ça va être très calculé comme combat. Ouais, ça va peut-être mais si un je suis peu UFC, trop calculé, je pense business. Quoi. Ouais, je pense business. Ok, avant de parler de tous les autres combats de la carte principale, je voulais qu'on donne peut-être un peu de lumière à Nora Cornell qui s'impose par étranglement arrière dans le deuxième round. Le premier round, Cowan avait défendu une clé de bras dans un combat qui commençait plutôt bien pour Cornell, puis elle contrôle le round jusqu'à prendre le dos, donc elle prend le premier round. Cornell devait changer la tournure du combat et pour moi elle a su capitaliser sur une erreur de Cowan dans le deuxième round. Ouais, écoute, clairement. Capitaliser sur les erreurs, ça fait partie aussi de ce qui est attendu de combattants. C'est vrai que c'est une énorme erreur de Cowan. C'était pas la seule de ce samedi, cette erreur-là. Ouh non. Tu as vu quand on parle de prendre le dos ou d'avoir le dos et de le perdre, il y a eu pas mal d'erreurs. Non, je te parle de exactement le harai gauchi.
foiré qui donne le dos et tu perds juste après. Donc sache qu'en France, il y a eu le PEF, il y a eu la ceinture des poids lourds et Ok. le champion d'Europe, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Sergis. Sargis qui a perdu comme ça avec Jean. Oh, Ah mince. ouais, ok, j'avoue que j'ai pas encore été checké. Brad Jean-Eli, voilà. Donc Brad Jean-Eli qui Sargis gagne contre Bellorian, Sargis Bellorian. Ouais. qui a attaqué comme ça avec un arrêt gauche avec Nora Corban qui contre Corban. exploite vraiment ce truc-là. Et puis bah, une prise de dos, si on revient vraiment sur le travail de dos. Alors moi, j'étais assez attentif pour voir parce que ça reste très important de voir la capacité une fois dans le dos à soumettre. Et elle a Mhm. vraiment fait le taf, quoi. Elle a été assez patiente, elle a bien conservé le dos, elle a trouvé l'ouverture de la soumission et il y a rien à dire. Très belle prestation. Il y a eu deux, trois, je vais pas dire des critiques, mais des questionnements sur le fait de monter, de prendre des places au classement. Là, elle a confirmé sa place au classement et confirmé. Ouais, Quelques c'est comme ça que je le favoris. vois. Dans le classement Fight Mind, c'est très simple. J'ai déjà vu la mise à jour. Elle prend une place. Ça me semble pas déconnant. Voilà, effectivement, elle prend quelqu'un qui est en dehors du top 15. Euh, Attends, c'est quoi officiellement? Donc, je vais prendre le classement UFC. Devant elle, il y a Cavalcanti. Bah, elle va pas la dépasser puisque elle a perdu contre elle. Donc, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Je connais même plus par cœur les trucs. Nora Cornell. Ouais, je pense que c'était Euh, elle. ou alors c'est bien ça. Ouais, elle perd par splits. Ah, Donc il y a quand même un juge qui la voit gagner. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Tu peux la faire monter d'une place, ou bien elle vient de conserver sa position au classement, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, comme tu l'as souligné, la capacité à savoir capitaliser sur une erreur, ça fait partie du MMA. Et là, elle a vraiment très très bien capitalisé dessus. Mm, Ok, mm, on revient sur la carte principale. On va évidemment parler du co-main event. Paddy Pimblett contre Michael Chandler. Alors moi, ce que j'ai écrit, c'est que goofy looking fight debout. Debout, c'était vraiment un peu goofy, mais je vais quand même le dire. Ok, Pimblett, c'est pas super esthétique. Il fait des shifts menton à la fenêtre, ça fait peur, mais on peut pas nier que ce soit efficace. On en avait parlé dans notre preview. Euh, ça peut frapper dur. Il envoie des longues combinaisons. Il a un format assez bizarre, donc c'est efficace et à la fois c'est difficile à gérer pour l'adversaire. Ça c'est de nouveau prouvé ici. Par contre, au sol, quel monstre, hein. Euh, il y a eu des petits détails là dans le jeu de Paddy Pimblett au sol où ouais, tu vois que ça est du très 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 haut niveau. Bah, je pense que là, on doit mettre vraiment, vraiment du crédit sur Paddy Pimblett, clairement. Ouais. Il a montré ce qui est fou sur ce genre de combattant, c'est que tu peux voir au fur et à mesure des années son évolution et physique et stratégique et technique. Et, Ouais. euh, et c'est assez étonnant, hein. Franchement, je t'avoue que j'aurais pas misé une pièce sur sa capacité à monter dans les classements. Mais Bah, moi, voilà, je vais être honnête, hein, je me suis complètement gouré. J'avais dit qu'il avait pas le potentiel du top 15 quand j'avais vu ses derniers combats qu'il jouait, c'est ses premiers combats UFC. Ah bah, je me suis gouré. Alors, les gens diront, ouais, on lui donne le parcours qui lui permet de. Cela n'empêche. Maintenant, cela c'est du top n'empêche parce 10. que Ouais. on aurait pu voir une soumission, voilà, il se fait mettre au sol, il trouve un triangle, on a un Chandler avec un fight IQ, voilà, douteux et tout. On aurait pu voir ça clairement. Là, c'est pas du tout le cas. Donc on a un Michael Chandler qui se crame déjà, donc niveau cardio, c'était vraiment questionnant. Mais Pimblett, il est arrivé, il l'a boxé, il était meilleur debout, il était meilleur au sol, c'est pas une soumission, non, il l'a tapé quoi, du début à la fin, hein, la Mhm. prestation, enfin. Moi j'ai trouvé, Attends, je viens de tilter. Il y avait un tweet pendant le deuxième round où t'as quelqu'un qui donnait le premier round à Chandler. Cerudo. Cerudo donne le premier round à Chandler. J'étais là, il est fou lui ou quoi? Qu'est-ce qu'il lui prend? je sais plus, Oh, non, j'ai, non, non, non. non, non, moi je pense pas, mais Ça, bon, tu peux pas. en tout cas, sa prestation, il faut mettre vraiment du crédit dessus. Ouais. Alors certains diront ouais non Chandler c'est une catastrophe. Je peux être d'accord aussi avec vous, Ouais. mais il l'a fait. Enfin voilà, Paddy Pimblett l'a fait passer pour une catastrophe. Parce que si Chandler c'est une catastrophe, on doit reparler. Tu vois, on doit Dustin reparler. Poirier qui a eu du mal à passer Chandler, par exemple. Ouais. Tu reviens là-dessus. Bah voilà, et Charles Oliveira, il l'a battu à la décision. C'est une victoire Mhm. qui vieillit mal pour Charles Oliveira, tu vois.
Ouais, Au en fait, final. c'est ça. À la fin du combat, j'étais vraiment genre partagé en disant, on est typiquement dans cette situation où il y a du crédit à donner à Pimblet. On doit aussi dire les termes et souligner que, d'ailleurs, je vais le dire maintenant, voilà. Chandler était encore numéro 7 au classement UFC. Chez nous, il était 21e. Et je pense que notre classement reflète bien mieux là où il doit être. Là, après ça, Ouais, t'as raison, hein. encore une fois, je veux pas enlever du crédit à Pimblet sur cette prestation. C'est pas sa faute que Chandler combatte comme ça. Mais j'espère vraiment que Chandler saute du ranking s'il décide de ne pas prendre sa retraite. Il a rien à faire devant un Bahamondes qui est numéro 15. Il est à Mm. 2-5 à l'UFC. Une des victoires, c'est Ferguson. Et l'autre montre à janvier 2021. T'es chez les lightweight. Regarde les palmarès des autres combattants dans le top 15. Chandler n'a rien, mais rien à faire avec un chiffre ni un numéro à côté de son nom. Et Je suis encore d'accord. moins après ce combat-ci. Ceci étant dit, voilà, Paddy Pimblett, je pense que tu le dis bien. Chandler, il a peut-être fait n'importe quoi. Paddy Pimblett, il a pas du tout fait n'importe quoi. Bah, c'est Ah peut-être non. comme ça qu'on peut le dire. Chandler a fait n'importe quoi. C'est pas pour autant que c'était un combat facile pour Paddy Pimblett. Paddy Pimblett, il est venu bien préparé. Il a fait son taf. Il a dominé debout. Il a eu ses moments debout. Il a eu un très très beau coup de genou qui est un peu le début de la fin. Au sol, il a fait des superbes choses, que ce soit dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième round. Mm. Un peu déçu qu'ils finissent pas par soumission, parce que du coup, c'est le seul pari de mon côté qui Ah, on ne passe part. pas. Et c'était pas trop loin en soi, hein. Il cherchait l'étranglement arrière assez Ouais, longtemps, ouais. mais voilà. Bravo, Pimblett, belle prestation. Non, impressionnant. Et tu penses que ça le fait passer à la 7e place alors? Il prendrait la place Je de... sais pas. Attends, Parce que c'est à quoi que ça souvent à ressemble? l'UFC, quand tu bats, tu prends le numéro du gars. Mais est-ce que Souvent, c'est obligatoire? obligatoire, non. Parce que là, il passerait, s'il passe Devant 7, Mateusz il passerait Gamrot. devant Ouais. Gamrot. Après, moi, je le verrais bien. Non, Dan Hooker, il est déjà programmé, lui. Mais en fait, justement, c'est marrant, tu dis les deux noms que j'ai notés. Je pense que l'UFC va pousser pour Hooker contre Paddy. À titre personnel, j'aimerais bien voir Paddy contre Gamrot. Même si Paddy contre Hooker, ça me dérange pas. Ah ouais, moi, je préfère contre Hooker, hein, clairement. Ouais. Bah, opposition de Mais ouais. style, mais c'est quand même deux profils assez longilignes, un qui est un peu Hmm. meilleur boxeur. Ah, ça m'intéresse quand même bien. Je pense que, franchement, ouais, je pense qu'il peut. Ouais, ça Mais en m'intéresse. fait, c'est ça le truc, c'est que ceux qui n'aiment pas Paddy Pimblett continueront à avoir ce narratif de on lui sélectionne les meilleurs combats devant lui pour qu'il continue son ascension. Tu vois, si on lui donne Gamrot, il n'y a pas ce narratif. Si on lui donne Hooker, on va, ben justement, tu vois, Ah opposition ouais? de style, il suffit de l'amener au sol et je pense, c'est pour Ouais, ça, mais bon, autant Hooker contre Paddy Pimblett, ça me ferait kiffer comme combat. Mm, mm, mm. Autant j'aimerais bien voir un Paddy Pimblett vraiment se prouver contre un Gamrot qui serait un gros challenge. Tu mets ça ouais, de nouveau, en co-main event de pay-per-view en 5x5, ça le fait, tu vois. Ouais, moi, je pense pas qu'ils vont le mettre. Je pense qu'ils risquent de perdre Paddy Pimblett dans un combat qui va être un peu pénible Ouais, à mais regarder. c'est ça. Donc, si tu dis ça, c'est que selon toi, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, dans le top 8, le profil le plus prenable pour Paddy Pimblett, c'est Dan Hooker. Ça Ah. reste un challenge, mais c'est le profil le plus prenable, skill pour skill, style Non, pour non, style, moi je pense, Paddy moi Pimblett. sinon je le mets contre Dustin Poirier. Je pense que Poirier est plus prenable que Hooker. Oh, mais oui. Dustin Poirier qui cherche son dernier combat de sa carrière. L'UFC a beaucoup. Ouais, d'un point de vue business, pour l'UFC, c'est pas mal de faire ça. J'ai Ouais. entendu, mais c'est un compte qui fait que des bêtes rumeurs, là, que Max Holloway Poirier 3 pour la ceinture BMF. Je sais pas à quel point c'est une rumeur n'importe quoi ou si c'est possible. Ouais, ça pourrait être Mais bien, si mais c'est pas ça, ouais, Pimblett contre Poirier, ça fait sens. Poirier, t'inquiète pas, il veut être bien payé, Poirier, donc il va être sur des combats à 2 millions, c'est pas ça qu'il demande. Donc Ah bah là, l'UFC pourrait là, il mettre acceptera. ce Ah chiffre. oui, Ouais, ouais. ah oui, clairement. Oh oui. Bon, c'est le moment d'en parler là. Jean Silva contre Bryce Mitchell. Honnêtement, je sais pas quoi dire parce que pendant le combat, je me disais que Jean Silva était vraiment fort, mais qu'il lui manquait cette volonté de tout faire pour gagner plutôt que tout faire pour divertir. Mais il est tellement fort qu'en réalité, il peut se le permettre jusque-là en tout cas. Ouais, il peut se permettre de vouloir divertir parce que même avec un objectif de divertissement, il obtient ses victoires. Ouais, écoute, moi je me suis pas trop questionné là-dessus, tu vois.
Non, c'est impressionnant. T'as l'impression que le gars, il est intouchable. Ouais. Non, c'était vraiment impressionnant. Sa défense de lutte. Enfin voilà, moi j'avais parlé de la lutte de Bryce Mitchell. J'avais parlé de ses capacités à mettre au sol. Et il a été capable de le faire, on est d'accord, mais à quel prix? Et puis il y avait une différence de force, il y avait une différence de tout. C'était un autre monde, quoi. C'était un autre monde. Ouais. Donc Et- non, c'était impressionnant, vraiment impressionnant. Je m'attendais vraiment vraiment pas à ce qu'il y ait autant de différences de force, de puissance sur ce combat-là. ouais, non, Et là, c'est. t'as l'impression qu'il y avait deux KT. C'est pas physiquement parlant, parce que les gars, ils ressemblent à des 66. Mais en termes de, ouais, j'étais assez impressionné, vraiment Ouais, c'était un impressionné. bloc et Ah oui, rien la à faire. confiance qu'il a en lui aussi. C'est quoi, dans les 20 premières secondes, 30 premières secondes, il se met à la cage et il pointe vers ses Ouais, hanches. non, c'est, Quel malade, c'est un fou. non, c'est, ouais, il l'a pas respecté dans aucun domaine, quoi. Ouais, non, Et, c'est impressionnant. et Impressionnant. il l'a étranglé dans son domaine. Ouais, ouais. Tentative de guillotine au premier round, deuxième tentative avec le ninja choke dans le premier round, et finalement dans le troisième round, il y a de nouveau une défense de lutte avec la guillotine, et puis le ninja choke qui passe au final. Ouais, ouais, Super, ouais. Bah super beau. alors Et, c'est vraiment le genre de combat où tu te dis, ben, il faut vraiment regarder son classement et vraiment le placer beaucoup plus haut, quoi. Faut ah le bah mettre dans écoute, le bain, faut pas le mettre, tiens, bah il a gagné quelques places, etc. Faut le mettre dans le bain. Pour moi, il faut regarder qui est au-dessus de lui, où est-ce qu'il est favori sur les combats et le faire monter, 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 tu vois. ouais, bah écoute, là, Bryce Mitchell, il est 13. Donc là, je suis en train de regarder le ranking UFC, hein, pas le Ouais, nôtre. Je crois que dans le nôtre, il passe 11 ou 12, un truc comme ça. Donc Zalal est juste devant Mitchell, enfin, était devant Mitchell qui va lui descendre, hein. mm. Après, t'as Chikadze, puis t'as Emmett, Josh Emmett, puis Sterling. t'as Sterling. Et moi, honnêtement, ça me dérangerait pas qu'il soit, ouais, numéro 9, quoi, à la place de Ah, moi, Sterling, qu'il fasse descendre tout ça. Et juste au-dessus, il y a Liron Murphy, en numéro 8. Murphy, Allen, Murphy, tu, Ortega. tu penses que Murphy passe Non, Jean Silva? là, c'est plus par rapport à la logique du Ouais, non, classement. J'ai non, du mal à voir. moi je te parle pas de logique, je te parle de regarde tous les noms et dis-moi qui tu vois favori. Je crois que ouais, mais never bet against Fighting Nerd. Je le mets favori contre tout le monde maintenant. Non, Non, bah, mais c'est vrai. Je le mettrais favori contre Murphy, si je vais être honnête. Pas de ouais. grand chose, mais ouais. Contre Yair, tu le mets favori, il est cinquième, hein. Ouais, contre Allen aussi, contre Brian Voilà. Ortega Moi aussi. Ouais, je vais ouais. bloquer sur Evloev peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, Voilà. tu dois le mettre Donc c'est 5 pour ça alors. que je te Si dis, tu fais comme ça, contre qui je le mets je le favori? montrais cinquième direct, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que l'UFC fera pas ça parce que tu passes pas Bien sûr cinquième que en non. étant hors top 15 et en battant le 13, mais c'est vrai que j'aurais pas de Ouais, difficulté à voir ça. Maintenant, je pense que l'UFC peut quand même gratter un peu plus que la 13e place bien et sûr. peut le faire dépasser Zalal, Chikadze, Emmett qui vient de perdre. Non, bien sûr que Et non. Sterling, il y a un argument dessus. J'aurais pas de difficulté à voir 9 ou 10, moi, Ouais, personnellement. ouais, on va pas le faire monter aussi rapidement, mais vous voyez un petit peu la logique, si on le place, où est-ce qu'on pourrait le placer en se projetant face à des combats, on pourrait le placer directement dans le top, quoi. Ah, mais bien sûr, et Et c'est on, pour ça que ça me choquerait pas que on ait une Steve Erceg avec un Jean Silva, tu vois, ou une Sean ouais, O'Malley, enfin, tu vois, une grosse ascension soudaine, quoi. Peu importe le ranking. et je pense pas que ce soit trop tôt non plus, tu vois. Ah ben non. Si demain l'UFC dit, attendez, Sylvain, on va le faire combattre pour la ceinture, on va avoir un combat qui va, bah, déjà, on va tous avoir envie de voir où est son plafond de verre. C'est Ouais. fort possible que Volkanovski lui monte son plafond de verre parce que bah, c'est pas que le spectacle, il faut savoir gagner un combat et c'est bien d'être généreux pour le public, mais il y a le sport, tu vois. Mhm. Mais je pense que ça pourrait être, même s'il perd, ça pourrait être très très bénéfique pour lui pour la suite de sa carrière, tu vois. Je Ouais. pense que ça ne peut être qu'un win-win pour lui, tu vois. Ouais, ouais, Pour je suis lui, ouais. 100%, 100% d'accord. Pour lui, pour l'UFC, pour les fans, parce que je pense que ça sera un combat qu'on va voir, et puis après, de toute façon, il va être là pour durer, donc Mhm. on va l'avoir à nouveau. Mais parce que il faut, en fait, le truc, si vous ne connaissez pas Bryce Mitchell, vous allez vous dire non, mais ils lui ont donné un type Non, à se faire taper dessus, quoi. non. Et non, Le c'est fait qu'il ait rendu cette impression-là en dit ouais, long sur le niveau de Jean Silva. voilà, C'est comme ça que je le vois. Alors, voilà. il y a un petit détail
je sais pas si tu l'as remarqué, mais si tu l'as remarqué, ça a dû d'office te plaire. Du côté de Jean Silva, on était en garde ouverte, donc la main avant de Jean Silva, elle était fort tendue, Ouais. proche de Mitchell. Il avait le poing fermé. Et c'est rafraîchissant, tu vois. Il n'y a aucun risque de high poke. C'est un petit détail où je me suis dit, voilà, chez les fighting nerds, ils font peut-être ce que tu dis souvent, tu vois, à l'entraînement, quand tu fais ton shadow, tu as un coach qui dit point fermé, point fermé, point fermé. Et je sais pas, il y avait vraiment, il avait ce point fermé et même à un moment, il veut attraper, enfin, il est tellement concentré sur avoir ce point fermé pour pas enfreindre une règle que Mitchell lui envoie un kick et il veut l'attraper, mais il attrape genre le point fermé, tu vois, alors que généralement, tu vas ouvrir ta main. Et je sais pas, c'est un petit détail qui m'a tilté et qui m'a fait en plus penser à toi parce que je me dis, voilà, là, on n'était pas à risque d'un high poke tout bête du côté de Jean Silva. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle ça le stiff arm, c'est ça? Ouais, il était un peu, ouais, c'est un peu stiff arm ou même hand fighting, mais c'est vrai qu'en général, le hand fighting, tu vas vouloir le faire avec la main pour pouvoir contrôler la main, mais là, il était plus en mode la main devant, il arrivait à gêner en plus avec, donc j'ai trouvé ça intéressant. Non, Ouais, c'est non. intéressant et Après, respectueux. Bryce Mitchell, son début de combat, à partir sur les stop kicks, sur les side kicks en garde ouverte, c'était pas mal. Non? Euh, je trouve qu'il a fait une bonne entame. Je sais que Ouais. certains disaient qu'il était tendu, qu'il semblait stressé, etc. Mais son entame était pas mal. Et puis, bah, on savait très bien que ce qu'il voulait, c'était mettre au sol et trouver un chemin vers la victoire par ce biais-là. Ouais. Maintenant, c'était un mur. La défense, elle était nickel avec cette tentative de guillotine. Il y a un moment donné, il le met au sol, mais il se relève très très facilement. Enfin, il y avait plus d'échappatoire, quoi. Et Ouais. puis cette soumission, il n'a pas tapé parce il était fatigué, hein, il était plus là. Hein, Bryce Ah Mitchell non. il allait dormir, hein, sinon. Ah, Mm. ouais, quelle violence. Ouais. Bon, je pense qu'on va passer très rapidement au travers du prochain, Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. C'est une victoire sobre, selon moi, pour Yair. J'ai pas l'impression qu'il ait fait quelque chose de spécial. Encore une fois, je dis pas ça avec un manque de respect ni quoi que ce soit. Tu l'avais souligné dans la preview, Patricio est devenu trop attentiste. Il mérite plus vraiment ce surnom de Pitbull. C'est le genre de combat où il devait mettre la pression, il devait être entreprenant pour casser la distance, chercher à boxer court et à lutter. Il l'a pas beaucoup fait. Il l'a fait sur certains À moments, mais partir pas du assez. deuxième, ouais. Mm. Yair Rodriguez pouvait donc se permettre du strict minimum et c'est ce qu'il a fait selon moi. Il n'y avait pas beaucoup de volume. Il a pris quelques risques avec son anglaise. Ok, il met un knockdown dans le troisième round avec l'anglaise, mais je pense qu'il pouvait faire beaucoup plus avec ses kicks. Je l'ai pas trouvé si rapide que ça, Yair Rodriguez, comparé à d'habitude. Je sais pas si c'est un ressenti où je suis le seul à l'avoir ou si d'autres personnes ont souligné ça. Mais voilà, ok, peut-être le knockdown dans le troisième round rend l'ensemble du combat un peu plus intéressant, mais ouais, c'était sobre, c'était sobre. Pas dégueulasse, juste sobre, satisfaisant. Ouais, bah écoute, je suis d'accord, hein, c'était sobre, il y avait pas non plus, c'était pas la folie. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était un combat que j'attendais, notamment sur la question entre un kicker et un boxeur, un petit peu de voir un petit peu comment ça peut évoluer. Clairement, Pitbull, très attentiste au premier, qui vient un peu dans le deuxième. Je pense que la sobriété de Yair était aussi sur le fait que on a quand même un adversaire un peu plus petit qui tape fort, donc il pouvait pas se faire surprendre non plus sur ça. Et effectivement, au deuxième, qui a cherché un petit peu à lutter, tu vois, pour Patricio. Ouais. Et on a eu quand même une bonne défense, je trouve, de la part de Yair. Moi, je trouve qu'il a fait le taf, hein, Yair. J'ai bien aimé sur son utilisation des kicks. Il y a eu le premier kick un peu flippant entre guillemets où il casse la distance en faisant un pas et il se retrouve à distance de points. Alors il remet derrière une sorte de grosse frappe, tu vois. Il aurait pu le mettre KO à ce moment-là, mais il aurait pu se faire mettre KO aussi. Ouais. Et puis après, c'était pas mal. Ça m'a pas convaincu du tout, hein, pour la suite de Yair. Moi, Bah, c'est j'étais. ça, il y a un call-out là sur internet que j'ai trouvé intéressant, enfin sur Twitter, Liron Murphy qui dit que un combat entre lui et Yair serait sympa. Ça me semble logique. Ouais, oui, moi ça Du m'intéresse point de pas vue parce qu'on classement sait sportif, c'est peut-être le combat à faire. Ouais, bon après voilà, sur le plan spectacle, on va avoir un Liron Murphy qui va prendre ses rounds en mettant au sol, en bloquant. Moi, ça m'intéresse pas, je t'avoue. Mais je Mais préfère la première option que j'ai donnée plus tôt dans le podcast avec Lopez contre ah oui, ça clairement. Rodriguez. Ouais. Ça m'intéresse bien. Il y a un beef derrière. On va encore avoir cette stratégie kicker contre boxeur, mais avec Boxeur beaucoup plus agressif. voilà, un boxeur très agressif qui va Et le boxeur éteindre. sait que s'il met au sol, il va pouvoir avoir un chemin comme Brian Ortega.
Non, non, ouais. C'est pour ça que non, ce combat-là m'intéresse beaucoup plus. Ouais. Yair, moi, comme j'ai dit, j'ai pas été convaincu. Par contre, j'étais convaincu qu'il allait les gagner. Hein. J'étais vraiment très très confiant sur sa capacité à gagner ce combat-là. Mhm. Mais par contre, pour la suite, il m'a rien montré de nouveau ou de quelque chose qui pourrait me dire, wow, il faut Mais le remettre dans la course. en fait, c'est ça. Le fait que je dise sobre et tout, c'est peut-être aussi par rapport à mes attentes. Oui, J'ai vraiment des souvenirs de Yair Rodriguez qui utilise ses kicks comme des battes de baseball. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des kicks qui ont vraiment, comme tu disais, qu'il allait le plier en deux ou le scinder en deux, c'est ça? L'expression que tu avais utilisée avant le combat, tu vois. peut-être, je sais plus. Ouais, je pense que tu avais dit que Yair allait le scinder en deux avec des middle et ce genre de choses. Et j'ai pas vu voilà, j'ai pas vu ce côté violent chez Yair Rodriguez. Hum, Après, hum, hum. voilà, on revendique toujours sur Fight Minds que le plus important c'est la victoire. Il l'a obtenu. Oui, Il l'a obtenu sans prendre trop de risques, donc là-dessus, respect aussi. oui. Mais effectivement, si t'as un peu cette vision plus long terme en disant, ok, il veut peut-être obtenir un title shot à un moment, ben c'est pas le genre de performance où tu as envie de le pousser dans cette direction-là et il doit prendre d'office un autre combat. On passe au dernier combat dont on n'a pas encore parlé sur la carte principale, Dominic Reyes contre Nikita Krylov. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, un splendide KO. Krylov qui blitz, un petit pas de recul pour Reyes, qui snipe ensuite le menton de Krylov entre deux frappes de son blitz. Les lumières sont éteintes. Après 4 défaites de suite, dont 3 KO de suite, il place 3 KO d'affilée. Euh, Tu veux revenir sur le KO, il est vraiment beau. Ah bah moi c'est le genre de KO que j'aime beaucoup, hein, les Ouais, pas de ouais, je sais. retrait, et de pouvoir connecter comme ça, rien à dire. Moi je t'avoue que sur mon analyse, je voyais pas Reyes l'emporter. Mm. Il m'a bien fait mentir là-dessus. Je voyais et Et c'était effectivement, encore pire avec les photos. Je sais pas si t'as vu sur Twitter, il y a plein de gens qui disaient, bah, tu voyais les photos de Reyes sur son dernier combat, et puis les photos de Reyes, il était un peu chubby ici pour ce combat. Les gens étaient vraiment là, genre en mode, ouais, c'est bon, on va foutre full argent sur Krylov, et bah, ouais, il a fait mentir. ah ouais, moi j'étais assez confiant sur Krylov. Faut que je me rappelle maintenant de pas parier sur cette catégorie de light heavyweight, jamais, jamais. T'avais mis sur Krylov? Ah oui, oui, J'ai t'avais mis mis, sur ouais, Krylov. ouais, j'étais confiant là-dessus, hein. J'étais Ouais. confiant là-dessus. Moi, j'avais Des, mis uni- sur le combat va pas à la décision, et là-dessus, j'étais content. J'avais fait, ah, c'est à 1,48, ouais, ça vaut la peine. Donc là-dessus, je Des suis content. unités, hein, des unités, les amis. De temps en temps, vous demandez si on parie de l'argent. Moi, je parie pas d'argent, hein. C'est des unités, donc c'est fictif. Ouais, Mais ouais, ouais. oui, je voyais Krylov. Franchement, le KO magnifique. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont assez fans de Dominic Reyes et ben qui sont vraiment très très heureux de cette troisième victoire, qui pensent pouvoir le revoir repartir pour un run. Bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, parce Ouais. qu'effectivement, si on revient sur son histoire, il y a eu cette défaite très controversée contre John Jones, qui semble avoir beaucoup affecté, parce qu'après, il a enchaîné les défaites. Là, il revient dans le bain, 3 victoires, 3 KO, dans une division bah, qui est... Bah, c'est ouvert. ouais, voilà, qui est ouverte, voilà, où Ouais. il y a du chemin, où il y a de l'espace, quoi. Où il y Écoute, a... c'est pas très compliqué. Si on a bien le rematch entre Ankalaev et Pereira, il doit absolument sauter sur l'occasion de combattre soit Hulberg, soit chercher à prendre sa revanche contre Prochaska. Hmm, Et s'il le fait, une victoire, ouais. il est contender, hein. Donc sur le storytelling, c'est cool, c'est cool. Oh ouais, ce serait incroyable ça d'avoir quelqu'un qui passe à deux doigts vraiment de Devenir prendre le champion titre du monde, ouais, au meilleur de tous les temps de cette division, en tout cas, ouais, voire de tout court. Puis il perd 3 fois par KO où tout le monde dit ok bah mec pense à raccrocher les gants c'est clair. et il revient vers un title shot. Ouais, ce serait peu importe qui est champion. Si Reyes gagne encore une fois et obtient un title shot, moi je le supporte hein, pour le narratif. Ouais, je suis entièrement. Eh, il avait pris quasi 2 ans hein, C'est un truc de fou. Ouais après ouais, son c'est dernier KO. vraiment Il s'est pris c'est 3 KO. inspirant. Ouais. Ouais. Ça c'est inspirant hein, comme histoire de carrière. Et sur cette question de prendre du temps après un KO, je pense que c'est important. Hein. Là, Mhm. il le prouve à nouveau. Ouais. Il s'est pris ses KO, ouais, 2020, février, septembre, mai, donc quasi 3 KO d'affilée. Non, je te dis bêtise. Ouais, septembre, février, mai, donc il n'y a pas eu beaucoup de mois entre chaque. Novembre, là, il avait pris du temps par contre. Non, Ouais, très bah, inspirant. On ouais, verra pour ouais, la suite, mais franchement. très inspirant.
Ok, on passe à la carte préliminaire en vrac. Je t'avoue que j'ai pris mes notes un peu dans n'importe quel sens, donc t'étonnes pas si ça passe pas spécialement dans l'ordre des Ouais. combats. J'ai envie par contre de commencer d'office par Chase Hooper. Pour moi, c'est officiellement un prospect dans le sens où c'est un gars qui s'installe comme un nom à suivre, car il a le potentiel d'avoir la ceinture un jour. Alors je sais que c'est très tôt pour le dire, mais encore une fois, on a parlé de son âge. Et non, je suis d'accord avec vous, son combat ici n'était pas parfait. Certains choix ne sont pas les meilleurs. Mais on sent qu'il a une direction de carrière, son pied-point évolue, il a très très bien travaillé sa lutte depuis ses débuts UFC et ça va lui servir pour sa carrière. Son grappling est vraiment excellentissime. Il vient préparer pour ses adversaires. Je pense pas qu'il va avoir une ascension directement vers le top 5 maintenant. Je crois qu'il va encore essuyer quelques revers. Mais voilà, avant son combat ici, j'avais comparé son début de carrière UFC à celui de Charles Oliveira, de Max Holloway, de Dustin Poirier, des gars qui sont arrivés jeunes, qu'on voyait pas comme des futurs champions, qui ont eu leur défaite en début de carrière et puis qui ont pris cette expérience pour exploser. Et je pense sincèrement que c'est la même ici. D'ici 3 ans, je le vois bien s'installer dans le top 5. Bah ouais, je suis d'accord, hein. Je pense que là, il est loin de sa maturité, loin de son pic, en tout cas, ne serait-ce que sur l'aspect physique, tu vois. Donc, on en a parlé avec Paddy Pimblett, hein, qui a une métamorphose physique aussi. Donc, je pense que d'ici 3-4 ans, il sera, 28, 29. Tant qu'on parle de ça, si vous voulez faire une petite transformation physique, on est ambassadeur Nutrimuscle et toujours à moins 15% notre code promo, donc allez faire un tour en description. Je te passe la balle. Ouais, mais non, franchement, Chase Hooper, très très bon et vraiment à suivre pour la suite, clairement. Ouais. Là, il y a un petit truc. Voilà, dans ce combat, il y a eu des pertes de position de Chase Hooper et en fait, je me dis, est-ce que c'était vraiment si mauvais que ça parce que de perdre ses positions, parce qu'avec son profil. Ok, genre, un moment, dans le premier round, il perd le dos, il se retrouve sur son dos et il attaque directement un triangle, tu vois. Il est tellement offensif qu'au final, toi, en tant qu'adversaire, t'es tout le temps en train de devoir faire gaffe, de devoir défendre, de devoir chercher à tuer dans l'œuf, de devoir penser à si je sors de là, qu'est-ce qui va attaquer par la suite. Jim Miller, tu voyais que c'était mentalement fatigant pour Jim Miller, même s'il avait des temps de contrôle et tout ce qui s'ensuit. Donc, ouais, c'est le genre de gars où tu dis, ok, il fait peut-être pas toujours les meilleurs choix parce qu'il perd des positions, mais quand il perd une position, 4 secondes plus tard, il est déjà en train d'attaquer quelque chose de nouveau. Donc, il a peut-être cette ouverture, tu vois. Voilà, je vais peut-être le dire comme ça, il peut peut-être se permettre de temps en temps de prendre un risque, quitte à perdre une position, parce qu'en fait, la position suivante, il sera capable de produire quelque chose à partir de là. Ouais, bah c'est vraiment très très jiu-jitsu, hein, très jiu-jitsu brésilien, ça, hein, d'accepter de perdre les positions dans une tentative de soumission, tu perds pas forcément de points et après tu peux retravailler, mais effectivement, s'il est capable de pouvoir le faire de cette manière-là en MMA, bah il faut qu'il continue, clairement. Ouais. Juste envie de parler de la suite pour lui parce que pour moi il y a 3 options qui sont intéressantes. Donc soit si on cherche à le faire continuer une ascension, je pense que Matt Frevola est un bon nom à affronter dans son prochain combat. Si on veut faire un choc de jeunes prospects UFC, Manuel Torres, ça ferait du sens au niveau ranking. Ah ouais. Ou bien si on veut accrocher un nouveau vétéran à sa liste parce que là il est en train d'enchaîner les vétérans, Rafael Dos Anjos. Un vétéran un peu plus complexe mais ouais. J'ai pas de bêtises, hein, il a Guida, puis maintenant Jim Miller, donc pourquoi pas continuer sur les noms un peu expérimentés, quoi. C'est clair. Ça va être le non, le tueur de légende, enfin le tueur de vétérans. Le tueur de papa, tu sais. Danny Gay. Oh, écoute, en parlant de opposition de style, donc de style vraiment, tu vois, là on parlait kicker contre boxeur, là on est sur allonge enfin sur la taille, tu vois, donc ça c'est un combat que j'attendais beaucoup et franchement ça a délivré, je trouve, j'ai bien aimé. Franchement une victoire. Alors j'ai vu des gens qui trouvaient que le finish était un peu rapide, enfin que l'arrêt était un peu rapide. On est sur la ligne. Ouais. Je comprends que les gens le disent. Je suis pas choqué par l'arrêt. Mais il faut. Tu peux laisser un peu plus de temps. Je sais pas. Il faut vraiment rester sur les règles, c'est-à-dire que un arbitre, 5 frappes non défendues de manière correcte entre guillemets. Et ça bouge pas en plus. Ça bouge pas, c'est un arrêt. C'est un arrêt. Parce que tu peux prendre 5 frappes. Tu vois, tu peux prendre 5-6 frappes sans les défendre, mais par exemple, t'es en train de monter à la cage. Le gars, il lâche un bras, il t'envoie 6-7 crochets. Mais toi, t'es en train de monter.
et puis tu prends un underhook, Ouais, mais ça normalement, passe, tu dans vois. les règles, même si t'es à la cage, que tu prends des coups et que tu fais un clin d'œil à l'arbitre, il peut t'arrêter si t'as pas de Ouais, défense et intelligente. Mais intelligente. Ah ouais, une progression de position en encaissant des coups, c'est considéré comme enfin, c'est une direction vers une défense intelligente, tu vois. C'est comme ça que je le vois en tout cas. c'est quoi Mais la là, définition? c'était Parce pas que le cas, hein. Là, c'était pas le cas. Je prends bah, juste un autre exemple. ça reste quand même, certains te diront, bah, il a attaqué, il était en dessous, il prenait des frappes certes, mais il était en train de chercher à faire un tripode pour pouvoir se redresser. Il avait une main en appui sur le sol pour pouvoir se redresser. Donc certains Ouais. pourront te dire qu'il y avait une, un travail de lutte qui était en cours, quoi. Moi, je Ouais, t'avoue que mais peut-être je trop vois un stagnant enchaînement encore. de Ouais. combien de frappes? Une dizaine, tu vois? Faut que je revoie, À j'ai la tête, pas. à la tempe, sans aucune défense, sans aucune protection, qui me semblait pas, enfin, intelligente. J'entends le fait qu'il était peut-être pas sonné, que les frappes étaient pas fortes, mais de l'autre côté, bah, tu dois montrer à l'arbitre que t'es pas sonné, Dans et ce c'était pas le cas, type quoi. de finish, être sonné ne rentre pas en considération, hein. Non, T'as, sonné, t'as que les t'es pas finishes KO inconscients, t'as les finishes TKO, le gars il prend tellement de frappes qu'il réagit plus, et puis t'as les finishes où le gars est totalement conscient, mais il est juste incapable de trouver un système défensif intelligent. Et donc intelligent. là, t'as Bah, pas, moi, j'étais dans ce cas de figure-là, tu vois. voilà, c'est ça. Pour moi, Mais j'étais c'est pas ce choqué que, voilà. de l'arrêt. C'est ce que j'explique, c'est que tu peux avoir un finish totalement justifié sans que le mec soit sonné. Tu pourrais Voilà, avoir un crucifix où le voilà. gars il envoie que des petites frappes qui font pas mal, mais il t'en envoie 15 et toi tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à recomposer, tu n'arrives pas à mettre ta main devant ton Normalement, ça, visage, tu t'arrêtes. ça va pas te faire mal, tu vas pas être sonné. Et l'arbitre va arrêter, tu vas pas te plaindre parce que Bah, tu seras oui. en pleine conscience, tu n'auras pas mal, mais Mm, si tu te plains, tu es en tort en tout cas parce que tu étais juste incapable de sortir de mm. cette position et donc c'est complètement justifié comme arrêt. Surtout il faut vraiment entendre que bah, il était déjà sonné avant, tu vois. Il y avait quand même un chemin Mhm. qui était Ouais, pris. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'était un combat assez étonnant avec bah voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que comment il s'appelle le grand là, il avait un drôle Woodson. de système défensif en boxe et tout. J'étais pas vraiment convaincu de sa stratégie Ouais. euh, de boxe parce il a quand même cherché pas tant que ça à utiliser son allonge, hein. Ah, Non, mais il est pour moi, obligé, tu vois, mais franchement, Sean ouais. Woodson, je m'attendais à un petit peu plus de distance, je sais pas. Ouais. Ah, moi, j'ai vraiment envie de donner ce qu'il faut aussi à Danny Gay, tu vois. Par Oui, rapport à sa morphologie dans ce combat et à son skill set, il a fait ce qu'il devait pour battre Woodson. ah oui, Il a mis la clairement. pression, Mm. il est rentré au boxing range avec des shifts, il vise la cible la plus proche de temps en temps sur des moments morts, Oh, là, avec ses low kicks. les... Il vise le corps, il varie Ah, les avec le frappes au corps, ce corps, qui est c'était bien beau. contre un grand quand t'es petit. Donc, ouais, il fait du bon taf. Non, la séquence de finish quand il travaille, quand il touche, puis après il va au corps, puis il remonte à la tête, Ouah. c'était Ouais. vraiment, c'était caviar, quoi. Donc, Non, très 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 sympa bien. comme combat, très sympa. Le prochain dont on t'a parlé, c'est, si je dis Goofy Looking Fight, de nouveau, c'est Erosa contre Elkins. Premier jab, il y a un knockdown. Ouais, Elkins qui montre que debout, bah, c'est pas, enfin, tu vois, ça fait pas peur. Il cherche à lutter de manière télégraphiée parce qu'il est touché. Et Rosa qui reste relativement concentré sur ce qu'il doit faire. Ouais, il y a des moments assez marrants où vraiment t'as un Elkins qui tient genre le petit orteil quoi, et puis il se fait taper comme ça. Et il obtient le finish. Et c'est ça le truc, c'est avec Elkins, tu pouvais stresser pour Erosa. Tu pouvais dire ah, il est très très bien dans ce combat, mais à partir du deuxième il va souffrir parce que c'est Elkins en Ah face. ouais, Mais ouais. non, il a réussi à le stopper avant et ouais, Erosa fait un bon travail quoi. Non, combat sympa, combat sympa. Bon, faut Moi qu'on j'ai parle. envie de voir. Vas-y. Ouais. Pour Non, la non, suite, j'ai vas-y. juste envie de voir Erosa contre Melchizael Costa. Je pense que ce sera un cool combat dans la division. Ok, ok. Marco Voilà. Tullio, t'as prévu d'en parler? Ouais. Ouais. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça très sympa à regarder. T'as un petit sourire peut-être où tu seras Ah pas non, d'accord, moi mais ouais. j'étais assez impressionné, hein, franchement. Ouais, Je ouais, pense c'est que ça. c'est un nom qu'il faut garder en Ouais. tête. Ça fait. Gros volume, assez précis. Il est assez simple, mais il inclut des coups d'éclat à certains moments qui peuvent donc surprendre et qui ont surpris. Je le trouve assez concentré. Il y a eu plusieurs moments où il aurait Mhm, pu vraiment s'exciter pour chercher le finish et au final, tu sens quand même qu'il se dit bah si j'arrive pas à le finir, il faut que je pense à la suite du combat. mhm. Non, j'ai bien aimé. Je trouve propre.
tu vois qu'il est à l'aise dans la cage, il est conscient des risques et tout ce qui s'ensuit, et il a surdominé Gore, donc ouais, Ouais, je pense que. très solide. Bon petit prospect à suivre, je Ah pense, ouais, chez ouais. les middleweight. Ouais. Là, il est sur combien? Ses 4 derniers combats, je crois que c'est des finishes, hein. Si je dis pas de Ouais, donc bêtises. il y a Mathieu Leto au Contender Series. Donc Ici, il a ça fait 2 KO d'affilée à l'UFC, c'est ça, hein? Alors, il gagne 2 KO, Ah non, round ah 1, non. round 2, et puis avant d'aller faire les contenders, il avait Il fait a fait 2 fois les Contenders ouais, aussi. 2 fois Ouais, les ouais. contenders. Il a refait un combat au LFA, il a gagné par KO round 2. Il est sur ses 4 dernières victoires, 4 finishes, quoi. Ouais, ouais. Non, non, c'est franchement un prospect à suivre, hein. Ouais. J'aime bien. 127 coups significatifs en 8 minutes 16 quand même, hein, Hmm. avec 2 knockdowns. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, il reste que un truc pour moi à parler, c'est un coup de biceps. Hein, c'est la deuxième fois qu'on voit ça en MMA. Mikhail Olszewski contre Cédric Doumas. Ça part d'un coup de biceps, la Ah, fin. mais j'ai pas regardé. J'ai même pas Ah bah, regardé au le ralenti, finish. tu le vois bien, quoi. Ils l'ont- C'est le biceps qui vient toucher et qui fait un knockdown et puis il va finaliser derrière. Donc évidemment, ça Mais fait sur, penser à Daniel Torres contre Saladin Parnasse, quoi. mais sur Dumas qui fait un roll-under ou quelque chose comme ça? Ouais, il y J'ai pas a une senti. collision. Mais là, c'est même pas sur un crochet. Je pense que c'est. Je t'avoue, je me rappelle juste que c'est le biceps qui va toucher, quoi. Quand tu regardes le ralenti, Ah ouais? t'as vraiment un coup. C'est même pas. C'est un large crochet, quoi. Et puis t'as le biceps qui touche Hmm. un tout petit peu l'arrière de l'oreille. Et ça envoie au tapis et puis il va finaliser derrière. Ouais, Ah, retourne voir le ralenti. On a de ouais, nouveau je ce vais cas de regarder figure ça. où un biceps, c'est la vitesse du mouvement, hein, vraiment, parce que le biceps, tu Hmm. sais pas vraiment mettre beaucoup d'impact Ouais. avec, Bah, les mais amis, voilà. Donc, faites bien attention, c'est pas une technique à reproduire, ça, les coups de biceps, parce que quand tu tapes, tu vois, moi je sais pas si on voit la cicatrice ici, mais le biceps qui a sauté avec la tête qui a tapé juste sur le tendon du biceps. Et pouf, ça remonte. Donc c'est des trucs qui arrivent beaucoup en boxe anglaise, ça, tu vois. ouais. Euh, et effectivement, bah, tant mieux dans un combat si ça passe en dessous, mais c'est pas de reproduire à l'entraînement de mettre des coups de biceps, parce que vous allez avoir un biceps qui va sauter, ça fait pas très mal, mais c'est pas très cool. Bah non, parce que t'as été out super longtemps avec ça en plus, hein, Je sais plus. si je me souviens bien. Non, bah non, pas suffisamment longtemps, parce que j'avais repris un combat avec un bras qui était pas encore complètement Réparé, réhabilité. ouais. Ouais. Mais voilà, donc t'avais un autre combat sur lequel tu voulais rebondir. Je sais qu'on en a survolé certains ou skippé certains, mais pour moi c'est un peu Je ce qui pense, sortait hein. du lot. Voilà, c'est ce qui sortait du lot à mes yeux en tout cas. S'il y a quelque chose d'autre qui sortait du lot à vos yeux, ben commentaire, hein. Ouais, clairement. Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Franchement, pour un numéroté, on est souvent déçus. Là, franchement, c'était chouette quand même. C'était une belle Bah, carte, hein. franchement, ouais. Ouais, Franchement, j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on attendait un peu ouais. voilà, un bel événement du début à la fin, avec de l'enjeu, parce que je pense qu'on a eu Oui. quelques cartes qui passaient sous les radars. On avait parlé d'une carte qui passait sous les radars, mais au final qui avait délivré. Hmm. Mais voilà, y a rien à faire. Quand il y a des enjeux, quand il y a des noms que tu connais très bien, quand il y a des combats dans le top, quand il y a des combats où tu te poses la question si il prendrait pas le champion après, ça rajoute un truc non négligeable. Et donc là, on avait tout ça. On avait vraiment pas mal de combats dans le top 15, un combat pour une ceinture, et ouais, des belles prestations, des beaux combats, des belles prestations, des beaux finishes. Satisfait, plus que satisfait ici. Pareil. Yann, sur cette satisfaction, je te souhaite un bon dimanche. Tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, bon dimanche à vous. Tous ceux qui regardent plus tard, bon lundi, mardi, peu importe. À Ça bientôt. marche. Ciao. Ciao tout le monde, hein.